Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle vidéo concernant le repêchage 2022 de la Ligue nationale de hockey. Mon nom est Pascal du toutsurlehockey.com et du TSLH Podcast. La présente vidéo sert à vous présenter un espoir qui est éligible à la prochaine séance. Il s'agit du russe Danila Yurov. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer des séquences du joueur. Je vais vous parler un peu des statistiques, de sa bio, de mes impressions sur son jeu, sur son talent, son potentiel. Quand est-ce qu'il va sortir au repêchage, selon moi, à ce jour, c'est-à-dire le 19 avril 2022. Je vous fais pas un deep dive, c'est-à-dire une évaluation de chaque caractéristique en profondeur avec des slow motion ou ben des descriptions full poussées de chacune des qualités du joueur, mais je vous donne mes impressions sur son talent avec des séquences. Donc, ça vous donne un bon portrait global du jeune. Et je l'ai fait un peu avec, je l'ai fait aussi avec David Jiricek et Ivan Miroshnichenko un peu plus tôt cette année. Ça a été long avant que j'en refasse un autre. J'avais manqué de temps et maintenant que j'ai du temps, je vais pouvoir recommencer et essayer d'atteindre une vingtaine, une trentaine de vidéos pour cette année, en plus de tous les profils que je fais à l'écrit. Donc, pour commencer avec Danila Yurov, on va l'appeler Yurov pour le reste. Donc, il est né le 22 décembre 2003, c'est un late, il est né avant 2004 dans le fond. Il a 18 ans, il est né en Russie, il est droitier, il est gaucher, mais il joue la plupart du temps à droite ou au centre. C'est pas marqué sur Elite Prospect, mais on l'a vu quand même souvent au centre dans la MHL, c'est-à-dire la Ligue junior de Russie. Mesure 6 pieds 1, 179 livres, donc il a une physique assez mature pour son âge. Il va probablement ajouter du poids, surtout dans son bas du corps, pour ajouter de la finesse, de l'agilité à son patin et de la puissance, mais généralement, c'est pas un produit fini, mais c'est un des gars les plus matures, je vous dirais, là, de la prochaine cohorte du repêchage. Ensuite, si on veut parler de ses statistiques, il a joué en MHL et en KHL, 23 matchs en MHL, la Ligue junior de Russie, 36 points, dont 13 buts, donc on voit qu'il a dominé. En playoff, il a joué juste 2 matchs, 1 but. En KHL, 21 matchs, 0 points, 15 matchs en playoff, 0 points aussi, mais il faut mettre un petit bémol pour ça. C'est un joueur, un espoir, qui est comme un outil un peu pour son équipe de KHL. Il s'en fout un peu de son développement. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire la promotion de mon idéologie par rapport à ça, surtout pour les amateurs d'Alexander Romanov quand il jouait dans la KHL. Dans le fond, souvent les jeunes joueurs de cet âge-là dans la KHL, ils servent juste à un peu, pas manipuler, mais à habiller plus de vétérans. Donc, quand vous habillez un jeune comme ça, vous pouvez habiller plus de vétérans dans votre équipe. Donc, c'est un peu à ça qu'ils servent. Ils s'en foutent un peu de leur développement. De toute façon, surtout les plus talentueux, ils s'en vont en Amérique du Nord. Donc, ils s'en foutent un peu de les laisser sur le banc ou de pas les faire jouer ou de les mettre de côté ou de les envoyer dans MHL ou qui dominent déjà. Bref, c'est une business encore plus là-bas. C'est pas une ligue de développement. Même la VHL, c'est pas une ligue de développement. La MHL, oui. Mais les jeunes, ils font un peu ce qu'ils veulent. un peu ce qu'ils veulent. On l'a vu un peu avec Miroshnichenko. Il était dans le VHL. Il y avait de l'affaire là. C'était bien correct. Il a pas joué dans le KHL parce que c'est une des meilleures équipes au pays, l'équipe de Bob Hartley. Mais pour Yurov, il jouait dans le KHL. Mais comme vous pouvez le voir sur ce que je vais vous montrer à l'instant, vous avez la colonne TOI, le Time on Ice. Sur un total de un peu plus de 35 matchs, un peu plus que 30 matchs, il y a 136 minutes de jeu. Il y a des matchs qui jouent à 18 secondes, 37 secondes, 57 secondes, ça c'est en série. Son plus haut total en saison, ça a été 10 minutes. Après ça, il y a 8 minutes, 7 minutes, mais sinon, c'est ridicule de faire jouer un joueur de 18 ans, ou de pas le faire jouer en fait, parce que de faire jouer aussi peu que ça. Des fois, c'est des séquences, il rentre sa glace, va dans le fond, touche même pas à rondelle, et
il touche même pas la rondelle, puis il est ramené au banc. Donc, c'est du gaspillage de talent assez élevé, parce que c'est un gars qui domine, qui c'est un gars offensif. Du repêchage, offensivement, c'est un des gars les plus dangereux, les plus polyvalents et les plus matures également. Comme beaucoup de Russes dans les dernières années, et cette année aussi, c'est sûr qu'il va tricher. Dans la MHL, il triche, mais dans ses bonnes games, dans les games qu'il veut vraiment jouer au hockey, non pas juste du hockey custom en offensive, ben il va être impliqué, il va jouer sur le piqué, il va jouer sur l'avantage numérique, il va se replier, il va être impliqué dans le trafic, dans les zones payantes, dans sa zone surtout, mais c'est pas assez constant. Bref, c'est son gros problème. De toute la vidéo, soyez juste conscient que peu importe les qualités que je dis, il y a un problème de constance dans la MHL. Dans la KHL, c'est impossible à évaluer, ou presque, en raison du manque de temps de jeu. Comment vous voulez évaluer un joueur par rapport à d'autres? Parce que dans la vidéo de Jerry Check et dans celle de Miroshnichenko, j'avais ressorti des statistiques pour les comparer espoirs avec les autres espoirs de leur âge dans une ligue respective, dans leur ligue respective. Là, ici, il a joué 23 matchs dans MHL, comparativement à 60 pour les autres, ou 50, je ne me rappelle plus. Et dans KHL, il a joué 21 matchs, mais il y a un temps moyen de jeu d'environ 4 minutes ou 3 minutes. Tu sais, tu peux pas évaluer ça, tu peux pas faire des comparaisons statistiques avec les autres. C'est vraiment talent, mais tu vois la tendance. Dans KHL, il y a des beaux flashs, mais il peut pas prendre d'élan, il peut pas avoir de momentum, il peut rien avoir de positif dans son jeu quand tu joues autant peu et que tu sais que t'es bon. Donc, le plus rapidement possible, ce gars-là va venir dans la Ligue américaine, le mieux moi je vais me sentir par rapport à lui. Alors, avec tout le contexte politique, la géopolitique et tout, avec la Russie, je sais pas à quel point il va dropper au repêchage. Puis en plus, avec la KHL, qui l'a pas fait jouer beaucoup, et quand MHL, il dominait, faisait un peu ce qu'il voulait, beaucoup de drapeaux rouges, mais c'est vrai. Ben, je sais pas à quel point ça va affecter son repêchage. Moi, j'aime mieux Miroshnichenko, mais là, avec son cancer, puis le même contexte géopolitique, je sais pas à quel point ils vont dropper au repêchage. Si tu es capable de pogner un de ces deux-là en fin de première ronde, même après le top 15, sérieusement, ça a des bonnes chances de devenir des vols. Tu sais, j'aime pas nécessairement parler de vol au repêchage, surtout d'un joueur comme ton Joshua Roy qui est pris à 4-5e ronde, mais Sean Farrell. Mais tu sais, pour un joueur d'aussi haut niveau, qui pourrait, niveau de talent, être dans le top 10, et que vous le pognez dans la fin de première ronde, excusez, mais on peut dire que c'est un vol à ce moment-ci du repêchage. On ne sait pas ça va donner quoi, son développement et tout. Mais, bref, au repêchage, si on est capable de le pogner avec si le Canadien est capable de le pogner avec le repêchage, avec le choix de Calgary, sérieusement, ça serait tout qu'un pic. Bref, si je me concentre vraiment sur le talent du jeune, tu sais, au niveau offensif, défensif, physique et tout, ben, en offensive, c'est un des plus polyvalents du repêchage. En plus, c'est un des plus menaçants. Je dirais pas que c'est un gars qui va jouer dans le trafic. C'est vraiment pas son rôle à lui. Dans MHL, où qu'on est capable de le voir plus. C'est un gars qui contrôle le jeu vraiment beaucoup. En périphérie, quand il est en possession de la rondelle. C'est un excellent manieur de rondelle, un magicien sur la glace quand il veut, quand il a l'occasion de le faire. C'est pas nécessairement un gars qui va déculotter tout le monde ou essayer tout le temps la feinte incroyable. Il va utiliser la bande, les petits lobes en fond de territoire. Il va utiliser ses coéquipiers assez bien pour rentrer dans la zone ou pour manipuler la défensive adverse. L'avantage numérique il va être utilisé des fois à la pointe, aussi aux ailes, en arrière du but. Il peut jouer tous les rôles. Oui, en avant du but aussi, mais c'est vraiment rare qu'il va jouer là. Les matchs que j'ai vus, je l'ai vu 26 cette année de ces matchs. Donc, de ce que j'ai vu en KHL et en MHL, de ce que j'ai vu en avantage numérique, c'est vraiment surtout en périphérie qu'il va jouer. Et c'est ça pour la majorité des gars vraiment talentueux, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont en périphérie,
ils vont contrôler le jeu, ils vont utiliser leurs coéquipiers, ils vont ouvrir les lignes de passe en manipulant le corps défensif. Avant, c'était les corps arrière, défenseurs corps arrière qui faisaient ça, mais de plus en plus, on voit les attaquants faire ça. Les attaquants talentueux, je veux pas, ils sont aussi bons que n'importe quel défenseur offensif pour contrôler le jeu. Bref, il va être capable de remplir plusieurs rôles. Possession de rondelle de la périphérie, il va manipuler le corps défensif, il va ouvrir les lignes de passe, il va faire des passes à ses coéquipiers, et si ça fait pas une occasion de marquer direct, c'est dans ses habiletés de se faire oublier par ses opposants. Soit par en arrière, ou bien juste avec son mouvement et tout, de son patin, son agilité et tout, il va être capable de se faufiler en avant du net ou sur les côtés du but pour s'offrir en option de passe, dévier les rondelles et tout. Tu sais, c'est pas un power forward. Oui, il va être capable de se faufiler près du net, mais c'est vraiment plus un gars de périphérie. Et c'est pas contre lui, sérieusement, parce que en MHL, il n'y a pas besoin de démonter tout le monde, de prouver qu'il est plus fort ou plus mature physiquement. Non, il n'y a pas besoin de ça. Il est capable de dominer n'importe comment contre les gars. Il est vraiment une coche au-dessus. Il y a un bon bâton, mettons qu'il perd la rondelle ou qu'il y a un scrum dans le fond de la zone. Il est capable de le gagner le 1 contre 1 en raison de... il est capable d'être acharné, là, d'être pas comme lui un peu. Mais tu sais, il y a pas de problème. T'sais, oui, on peut parler de red flag, de drapeau rouge, là, au niveau de l'implication, parce qu'il y a un manque de constance de match en match, mais il y a des matchs qui vont complètement dominer l'adversité avec Ilya Klitschko, Voshko, bref, c'est son coéquipier numéro 13 dans MHL. Ensemble, ils sont vraiment impressionnants à voir aller, mais Klitschko, il est tout petit, comparativement à Yurov, mais il est très agile, il a une bonne vision, il a un bon tir. Peut-être un gars plus de trafic que Yurov, mais bon, bref, c'est pas grave. C'est un bon duo, puis je comprends l'entraîneur de laisser faire. En fait, peu importe en Russie, dans la MHL, si vous êtes un joueur talentueux, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est talent pour les recruteurs, parce que ça fait des fiches qui sont incroyables. Comme lui, il y a quasiment il n'y a pas 2 points par match, mais il y a 1,5 points par match, mettons. Mais des fois, il va vraiment mal jouer, il va avoir 3 passes, un but, une passe, un but, 2 passes, 2 buts, une passe. Fait que, tu sais, c'est bien beau stat watching, puis regarder, puis dire que il est vraiment bon, il a réussi à produire, mais dans les faits, il va jouer en périphérie, pas super impliqué, puis il va être capable, juste à raison de son tir, ou de ses mains, ou de sa vision du jeu, de produire. On apprécie ça, des joueurs talentueux, on peut leur permettre des largesses, comme Cole Caulfield avec Martin Saint-Louis, il en permet des largesses, mais il faut que tu donnes quelque chose de plus pour que tu puisses faire ça. Puis Yurov, quelque chose de plus là, c'est pas tout le temps, il nous le donne pas tout le temps. C'est un peu regrettable, mais ça enlève pas le fait que il est hyper talentueux. Donc, tu sais, en offensive, ça fait pas mal le tour. Il a vraiment des bonnes mains, il a très très bon tir, très lourd en fait. Ça prend un peu de temps à le dégainer la plupart du temps quand vraiment il prend un swing pour faire un bon tir des poignets. Mais son arsenal est assez diversifié, capable d'utiliser les écrans, capable de battre un gardien de but avec un clean shot qui n'a pas d'écran, rien. Change son angle juste avant de tirer. Il est vraiment menaçant de loin ou de proche du gardien de but. Puis avec 2-3 gars sur le dos, c'est pas un problème pour lui de se démarquer et d'aller dans les espaces libres. Au niveau du patin, j'aimerais un peu plus de légèreté, mais encore une fois, manque de constance, mais quand il est vraiment dedans, il vole sur la glace, il a la vitesse de séparation. Je l'ai vu une couple de fois créer des revirements en désavantage numérique ou juste dans sa zone qui réussit à harponner le disque et il se pique un sprint jusqu'au gardien adverse est capable de les battre ou de battre ses opposants, les deux défenseurs, en plein dans le centre pour battre ensuite le gardien de but. Fait que tu sais, il y a ce talent-là. C'est juste qu'il faut qu'il mette la pédale au plancher plus souvent. Parce que quand il le fait, il debout. En défensive, oui, il manque de constance, mais encore une fois, quand il en voit l'utilité ou quand il est en désavantage numérique, il a un excellent bâton
une bonne agilité pour couvrir un bon territoire parce que son jeu de pied est excellent sur patin. C'est une des affaires que j'aime le plus de lui, en fait. Je l'ai droppé quand même assez souvent dans ma liste. Des fois, je la remontais, parce que j'en publie 3-4 par début d'année, milieu d'année et fin d'année. Mais je m'en fais quand même pour me garder des notes personnellement à moi pour à chaque fois que je fais des visionnements. Fait que il bouge souvent dans ma liste parce qu'il y a tellement de manque de constance, parce que ça influence beaucoup mon jugement sur lui. Mais sérieusement, quand il est en désavantage numérique et qu'il est là, ben il voit les lignes de passe, il a un bon bâton, il est capable de découper, d'anticiper le jeu adverse. Donc, tu sais, est-ce qu'en Amérique du Nord, il va se transformer en joueur two-way avec une capacité à produire vraiment beaucoup de points en offensive? C'est quelque chose qu'un recruteur doit saliver, disons. Parce que s'il est capable de faire ça, c'est un coup de circuit, peu importe où que tu le prends, que tu le prends top 5, top 10, top 15, top 20, top 25, top 32, si c'est un joueur talentueux qui te fait 60, 70, 80 points, puis en plus, tu peux l'utiliser sur le désavantage numérique ou juste en situation qu'il faut que tu protèges en avance, c'est un joueur parfait pour ton équipe. Donc là, pour la suite des choses, pour le repêchage, c'est sûr qu'il va falloir du développement. Faut le sortir de Russie le plus rapidement possible, comme j'ai dit au début de la vidéo, pour qu'il puisse se développer convenablement. Parce que dans MHL, ben, il va finir par stagner. Il n'y a pas rapport là. Il domine même trop. Il faut qu'il y ait une meilleure compétition. Tu sais, oui, il y a de la compétition pareil, là, mais la KHL, c'est un niveau qui est capable de jouer, mais il n'y a pas les opportunités. Ça va être difficile pour le moral. Là, j'ai pas accès à son... j'ai pas trouvé son contrat. Si vous voulez m'en parler dans les commentaires ou sur Twitter, il n'y a pas de problème. C'est juste que je le sais pas. Probablement qu'il y a un contrat de 2-3 ans, comme beaucoup de jeunes de son âge. J'espère pas, sérieusement, parce qu'il faut le sortir de là. Faut qu'il s'en vienne en Amérique du Nord. Dès l'année prochaine, je le mettrai dans la Ligue américaine, personnellement. Parce que il serait capable d'y jouer. T'sais. Quand il est dans les bonnes games, il est capable d'y jouer et d'être un élément positif pour son entraîneur. Donc, si tu es capable de le développer 1 an et demi, 2 ans dans la Ligue américaine, au lieu de le laisser dans le KHL puis de jouer 3 minutes par game 2 ans après son repêchage, ben ça serait le best pour lui. T'sais. S'il est capable de jouer dès l'année prochaine 11 minutes, 12 minutes dans le KHL, ben ce serait quand même positif. Mais c'est une des meilleures équipes là-bas. Et on le sait très bien que eux autres, ils savent qu'ils veulent aller dans le national de hockey, fait qu'ils l'utiliseront pas. Ils vont gaspiller 2 ans de développement probablement avec lui. Donc, bref, je l'ai vu dans la Ligue américaine. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous parler de lui. Je suis pas très original, dans le fond, tu sais. C'est un joueur hyper talentueux en offensive, capable de jouer en défensive, jeu physique pas mal absent, mais capable d'absorber les contacts, capable de se débrouiller, si vous voulez. Mais tu sais, c'est pas un gars en échec avant qui est incroyable. Il utilise son bâton, son acharnement qui est là. Et sa vision du jeu pour se démarquer. Mais c'est pas un gars qui va tout le temps payer le prix. Peut-être qu'il va être capable en Amérique du Nord. C'est peut-être juste un aspect qu'on n'a pas encore vu en Russie. Mais en ce moment, c'est pas tout le temps là. Bref, fait que je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Partagez-la, venez commenter sur YouTube, venez commenter sur Twitter, surtout sur hockey.com, partagez ça. Je vais en produire beaucoup, tu sais, c'est gratuit. Moi, j'ai accès à tous les matchs dans le monde, donc je vais essayer d'en faire le plus possible. À ce temps que j'ai mes vendredis après-midi, je vais être capable de m'enregistrer, de faire le montage le soir, pour vous les partager. J'espère me rendre jusqu'à au minimum 20. J'espère 32, incluant top 15, ton consensus des meilleurs espoirs, mais aussi des espoirs pour la deuxième ronde. Des coups de cœur que moi j'ai. Je vais faire des sondages sur Twitter. C'est mon nom sur Twitter, c'est sous le radar LNH. C'est Pascal Lapointe, là. Mais sous le radar LNH. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions et tout, mais je vais faire des sondages pour la prochaine vidéo, parce que je ne sais pas lequel que je vais faire. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là et
On se revoit dans une prochaine vidéo.